Alors, je vais vous parler, on m'a demandé de vous parler du dépistage du syndrome coronaire chronique. Vous savez, on ne parle plus de maladie, mais de syndrome coronaire chronique, à propos des recommandations que l'on a réalisées, qui ont été parues en 2019, mais publiées en 2020. Alors, l'élément principal dont il faut se souvenir, c'est qu'on a appris au fur et à mesure du temps que le réflexe oculosténotique n'avait pas de raison d'être et que l'on ne devait traiter une sténose coronaire que si elle déclenchait une ischémie. Et on a des données là-dessus depuis de nombreuses années. Donc, je pense qu'il faut qu'on dissocie justement, et c'est le but de cette présentation, que l'on dissocie le syndrome coronaire aigu pour lequel on va d'emblée à l'opacification invasive, à la coronarographie, que l'on pourra associer ou non à des tests. On va donc maintenant se focaliser sur le syndrome coronaire chronique, patient stable, pour lequel la coronarographie doit être normalement de deuxième intention si elle est réalisée, et c'est tout l'objet de cette présentation. Alors, avant de parler de recherche d'une pathologie comme le syndrome coronaire chronique, il faut déterminer donc sa probabilité pré-test. Et c'est important parce que cela a évolué. Grâce au travail de tout le monde, je pense qu'on prend mieux en charge nos patients. Et quand on regarde les données entre les recommandations 2013 et celles de 2019, on voit un énorme changement se baser sur ces études, vous voyez, de larges cohortes. Et quand on regarde en bleu, c'est ce qui se passait en 2013, en orange ou rouge, c'est ce qui se passait c'est ce qui se passe en 2019, on voit que ce soit un homme ou une femme, que ce soit dans le cadre d'un angor, typique ou atypique, eh bien on a une très nette diminution de la probabilité que le patient fasse un syndrome coronaire chronique. Et donc, par exemple, sur ces tableaux, dont peut-être vous utilisez, je ne suis pas sûre, mais on est normalement censé les utiliser en consultation, eh bien, si par exemple vous prenez le cas d'une patiente qui a entre 60 et 69 ans, qui a un angor typique, il n'y a pas de problème, vous voyez que sa probabilité d'avoir la maladie est de 68%, la même patiente en 2019 n'est plus que de 16%. Et ça va être très très important, cette probabilité pré-test, ça va être très important pour la valeur des tests que l'on va réaliser à nos patients. En effet, on sait que la valeur de ces tests dépend de la prévalence de la maladie, et quand on a une faible probabilité, eh bien, lorsque le test est négatif, ça a une bonne valeur. Cependant, quand la probabilité est trop faible, eh bien là, normalement, il ne faut pas réaliser ce test. Pourquoi ? Parce qu'il va entraîner des faux positifs. Donc, il faut toujours savoir si la probabilité, elle est vraiment très basse, eh bien, il ne faut pas réaliser de test. Il faut se retenir, ça ne sert à rien, ça risque d'entraîner une prise en charge un petit peu trop importante. Donc, si on résume, très faible probabilité, on ne fait pas de test, on recherche autre chose. Faible ou moyenne probabilité intermédiaire, on fait des tests non invasifs. Et une forte probabilité, on peut aller d'emblée à la coronarographie. Et donc c'est ce qu'on a voulu symboliser dans le guidelines. Et vous voyez qu'ici, on a une zone, la très faible probabilité, où il ne faut rien faire. Et puis ensuite, on a cette zone où la probabilité augmente. Et on voit que dans ces guidelines, l'élément important par rapport aux autres, c'est la place du scanner coronaire. L'épreuve d'effort. L'épreuve d'effort, c'est quand même quelque chose de très facile. On peut le faire, bien sûr, dans un milieu sécurisé, mais c'est facile à faire. Eh bien, on l'a dégradé. Pourquoi ? Eh bien, parce que, donc, vous voyez, c'est plus qu'un 2B, c'est-à-dire qu'on ne doit faire pour le diagnostic une épreuve d'effort que si on n'a pas d'autre moyen de réaliser ce diagnostic. Alors que lors des précédentes guidelines, vous voyez, on avait une recommandation qui était beaucoup plus puissante, puisque c'était une 1B. Et pourquoi ? Eh bien, parce que toutes les études qui ont été réalisées, donc en vert, c'est la possibilité d'exclure la maladie, en rouge, de l'inclure. On voit que, vous voyez, il y a vraiment une sensibilité, une spécificité de cette technique qui est très très faible. Et donc, normalement, en diagnostic, on ne devrait plus faire d'épreuve d'effort. Quelle est la place du scanner ? Alors, la place du scanner, elle a été mise en évidence par différentes études. Je ne veux pas bien sûr toutes les citer, autrement on en a pour des heures. Et donc, si on prend PROMISE, qui était une étude qui recherchait comme critères primaires, donc c'est toujours des critères composites, c'est toujours un petit peu embêtant, mais décès, infarctus, réhospitalisation, etc., complications, eh bien, ils ont randomisé 10 000 patients
basée d'abord randomisée soit sur une recherche par le scanner, soit une recherche par les autres tests, dans lequel, malheureusement, bien sûr, il y avait l'épreuve d'effort, donc comme on vient de le dire, elle dégradait un petit peu la valeur probablement des autres, et elle était réalisée de façon majoritaire. Eh bien, on a montré qu'il n'y avait pas de différence dans la détection de réaliser des tests non invasifs, fonctionnels ou non, par rapport au scanner, et donc le scanner, petit à petit, a pris une place importante dans notre recherche d'ischémie dans le syndrome coronaire chronique. Alors il y a l'étude ischémia qui n'est pas tout à fait... c'est la place du scanner, il est réalisé de façon systématique, mais le but était de comparer le traitement médical à la revascularisation. Mais je suis obligée de vous la citer parce que tout le monde la cite. Donc vous vous souvenez, ce sont des patients qui sont stables, pas très symptomatiques, ça c'est important. Et on va déterminer si la partie invasive, si la coronarographie est justifiée, et puis si il faut ou non traiter, revasculariser nos patients. Et donc, on voit que le scanner est réalisé dans 73% des cas à peu près, parce qu'on excluait les patients qui avaient des insuffisances rénales. Et donc, le critère composite est comme toujours ces critères terribles avec mortalité cardiovasculaire, infarctus, hospitalisation. Enfin, plus le critère est important, plus on espère que l'étude sera positive. Et du coup, là encore, il y avait l'épreuve d'effort qui donc dégrade un peu tout ça pour la recherche d'ischémie. Et l'épreuve d'effort était réalisée dans 25% des cas dans cette étude. Et le scanner avait été réalisé dans 73% des cas. Donc ils ont randomisé quand même pas mal de patients, 5000 patients, 2600 dans chaque bras, et avec un follow-up de 3 ans. Et donc ils ont montré que lorsque l'on fait une prise en charge conservative avec un bon traitement médical, on fait aussi bien que l'angioplastie. Seulement, ça c'est le critère global, mais quand vous prenez l'infarctus, on s'aperçoit que quand vous faites ça, vous avez beaucoup plus d'infarctus et de façon significative dans le bras traité médicalement. Et puis dans le bras traité médicalement, il y avait 25% de crossover. Donc c'est toujours difficile. Mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est la recherche de l'ischémie. Donc on a eu des tas d'études, des network méta-analyses qui ont comparé justement cette recherche d'ischémie par des facteurs par des techniques non invasives. Donc 18 études avec des patients à faible risque, 12 études où ils ont appelé ça suspect de coronaropathie. On voit qu'on a des grands éléments et on voit que ces tests fonctionnels, lorsqu'ils sont réalisés de façon correcte, permettent de moins faire recours à la coronarographie et qu'il n'y a pas de surcoût d'infarctus quand on fait un test fonctionnel, un test non invasif par rapport à la coronarographie. Ça veut dire que ces tests, dans cette catégorie de patients, font aussi bien, voire mieux que la coronarographie, donc c'est important. Alors on a essayé de symboliser tout ça, de synthétiser tout ça avec toujours ce vert et ce rouge. Vert, on élimine, rouge, on dit qu'il y a. Et on s'aperçoit que lorsque la probabilité d'avoir une lésion à la coronarographie quand on fait ces tests non invasifs, eh bien on voit que les éléments, les tests les mieux, c'est le scan, donc on vient de parler, le PET, mais l'accès est quand même difficile, l'IRM de stress et l'écho de stress, qui sont tous à peu près du même niveau, avec une bonne spécificité, une bonne sensibilité. Bon, maintenant, quand on voit la probabilité pour que la lésion coronarographique soit responsable d'ischémie, là, on a ces éléments-là parce qu'il n'y avait pas eu d'écho de stress dans cette indication, donc elle n'a pas été bilantée. Donc, si on résume, les tests non invasifs négatifs sont synonymes de très bons pronostics, mais toujours pareil, ça dépend à quelle population on les étudie. Donc, il faut, et ça c'est impératif, que ces tests fonctionnels soient bien réalisés, parce qu'un test fonctionnel, une écho de stress ou une IRM de stress qui n'est pas maximale ainsi qu'une scintille, eh bien vous allez avoir des données qui vont être fausses, et puis on sait qu'on a des éléments qui sont contrariants, aussi bien pour les tests fonctionnels imageurs que pour les tests anatomiques. On sait aussi que dans la pratique, on est pressé. Et que si le patient est symptomatique, beaucoup d'endroits, on va aller d'emblée à la coronarographie sans réaliser ces tests fonctionnels. Donc, il faut que lorsque ces tests fonctionnels n'ont pas été réalisés de façon correcte, ou lorsqu'ils n'ont pas été réalisés du tout, eh bien, il faut faire une coronarographie, bien sûr, puisque c'est le but de rechercher si ce patient a un syndrome coronaire chronique, mais à ce moment-là, il faut l'associer à des tests de recherche d'ischémie invasifs. Et donc là, vous regardez ces deux sténoses, on fait la FFR, elles ont l'air
pratiquement similaires, eh bien, il y en a une où la FFR est négative, il y en a une où la FFR est positive, et pourtant à la coronarographie, on est incapable de le dire sur ces sténoses intermédiaires. Et quand on regarde le travail qui a été fait à propos des études randomisées, on s'aperçoit que quand la sténose à la coronarographie, vous voyez, elle est d'entre 50 et 70%, bien vous avez 65% d'erreurs. Dans 65% des cas, cette sténose n'entraîne pas d'ischémie, et comme je le disais au début, elle n'a pas nécessité d'être traitée. Donc cette FFR, elle est bien, elle est toujours valable à 5 ans, les études le confirment, donc on a toujours les mêmes. On peut même faire maintenant de la FFR sans adénosine en analysant la diastole. Quelle est l'importance de cette FFR? Eh bien, la FFR, elle a une valeur pronostique sur la mortalité globale, avec toutes ces études. Elle a une très forte valeur pronostique sur la survenue ou non d'infarctus du myocarde. Donc on sent bien, si on ne fait pas les tests non invasifs, si on arrive à la coronarographie sans ces tests ou avec des tests non performants, on peut faire la FFR et on doit toujours rechercher une ischémie avant de revasculariser. Et puis, est-ce que ça a un impact? Parce que c'est la seule chose qu'il faut qu'on sache. Est-ce que cette recherche a un impact? Eh bien oui. Quand vous voyez ces énormes registres SCAR, ils ont analysé les patients qui avaient une FFR ou non lors de l'angioplastie, et on voit que ceux qui avaient une FFR, eh bien, ils avaient une réduction de la mortalité. Donc pour la première fois, dans le syndrome coronarien aigu, l'angioplastie, on sait qu'elle entraîne une réduction de la mortalité. Dans le syndrome coronaire chronique, on a dit non. On a dit c'est simplement un but d'améliorer la qualité de vie des patients. Eh bien, cette étude montre que quand on recherche une ischémie, on a une réduction de la mortalité même dans le syndrome coronaire chronique. Alors, ces différents éléments ont été assemblés, les analyses combinées, et ont toutes montré la même chose. Et puis, on a, en plus, la FFR est économique, ce qui est assez rare dans un test fonctionnel. Donc, pour résumer, vous avez un patient pour lequel vous demandez à votre consultation s'il a un syndrome coronaire chronique. Vous avez deux possibilités préférentielles, soit des tests fonctionnels localisateurs comme l'écho, comme l'IRM, ou des tests anatomiques comme le scanner. Ensuite, vous allez, soit vous vous dites il n'y a rien, vous allez au traitement médical, soit vous dites quelque chose et ça va vers la coronarographie. Et parfois, si le patient devient symptomatique, on peut être amené à reconsidérer et aller à la coronarographie. De la coronarographie, on va aller peut-être d'emblée à la revascularisation si le test fonctionnel non invasif réalisé est positif et que le patient est monotronculaire, ou bien vous estimez qu'il est pluritronculaire ou que le test non fonctionnel au départ n'était pas bon. Vous faites un test fonctionnel, une FFR, et vous allez ou non à la revascularisation ou au traitement médical, voire à la revascularisation. Donc, pour conclure, ce que je dirais, c'est que les éléments importants qu'on a montrés, c'est qu'on a une diminution de la prévalence de cette maladie, probablement grâce à nos efforts combinés. Que les tests non invasifs et invasifs, quand on a une imagerie qui est réalisée sans ces tests, eh bien, on voit que dans l'ensemble de cette cohorte, on a une place très importante pour l'écho de stress, mais aussi pour le scanner, la place a augmenté par rapport aux autres guidelines. Et lorsque donc la coronarographie est réalisée en première intention, on a toujours la possibilité de rechercher cette ischémie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.